Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 17 janvier et à la une de cette édition, les contrats de ville signés à Mayotte en 2015 seront prolongés jusqu'en 2022. Des orientations prioritaires ont été définies en matière d'emploi, de logement, de lien social ou encore d'éducation. Une nouvelle signature avait lieu ce jour en préfecture. Alors, quelles populations sont concernées par ces politiques de ville? Des moyens supplémentaires seront-ils mobilisés pour ces 2 prochaines années? Les réponses avec Marion Tellier. La salle de réunion de la préfecture à Mamoudzou était comble cet après-midi. Les maires des différentes communes de l'île étaient en effet conviés à la signature du prolongement des contrats villes. Signés en 2015 au nombre de 16, ces contrats concernent plus de 70% de la population. Ils s'articulent autour d'enjeux prioritaires. C'est améliorer le cadre de vie, soutenir l'économie locale, soutenir les associations. Donc ce sont tous ces volets-là qu'on souhaite développer un peu plus jusqu'en 2022. Ces protocoles d'engagement renforcés réciproques ont été pensés pour appuyer les politiques de ville et ainsi garder une certaine proximité avec la population de Mayotte. On ne peut pas mettre en place une politique efficace sur le territoire si on ne s'appuie pas sur ces maillons-là de la chaîne, sur ces maires-là qui sont, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de proximité. Je vais vous donner un exemple. S'agissant de l'action sociale, au sens strict, nous avons signé des conventions de la même manière avec les centres communaux d'action sociale pour les mêmes raisons. Parce que nous pensons que, ok, nous sommes chefs de file de l'action sociale, c'est une compétence du département, mais comment la mettre en place, comment être efficace si on ne touche pas le Maoré lambda qui est au fin de l'île. Et pour ça, il faut qu'on s'appuie sur les maires. Ces contrats sont désormais prolongés jusqu'en 2022. Ils annoncent ainsi l'engagement de nouveaux moyens spécifiques mobilisés pour les 36 quartiers prioritaires de la politique de la ville de Mayotte. Les politiques publiques se doivent d'être attentives aux chiffres de l'INSEE. L'Institut vient de dévoiler sa nouvelle étude sur les familles à Mayotte. Il apparaît ainsi qu'entre 2012 et 2017, la composition des familles locales a peu évolué et reste très éloignée des standards nationaux. Particularité du territoire, les familles nombreuses et très nombreuses restent largement majoritaires. Écoutons plutôt Jamel Mekawi lors de la matinale de Kwesi. Une famille nombreuse, c'est une famille qui a 3 enfants mineurs à charge. D'accord. Donc c'est pas beaucoup pour Mayotte, Oui, vous voyez bien. Donc cette définition, il faut l'avoir en tête parce qu'évidemment, sinon ça ne veut pas dire grand-chose. Et dans la définition, même si on va plus loin, une famille très nombreuse, dans les concepts statistiques qui ont été définis, c'est 4 enfants ou plus à charge. Alors c'est important, vous avez raison de le dire, parce qu'en fait, à Mayotte, quand on parle d'une famille de 3 enfants à charge, personne n'a en tête une famille nombreuse. C'est pas ça, une famille nombreuse à Mayotte. Mais ce qui est important, c'est surtout la comparaison. Ça veut dire que actuellement, parmi les familles qui ont des enfants à Mayotte, un peu moins de la moitié ont actuellement 3 enfants à charge. Ils en font peut-être d'autres, ils en ont peut-être d'autres qui sont grands, mais ils en font 3. En métropole, ce taux est de 17%. Donc on a beaucoup plus de familles. Et quand on fait un zoom plus particulier sur familles très nombreuses, 4 enfants ou plus, on est à 29% des familles avec enfants qui ont 4 enfants ou plus à Mayotte, et c'est 4% en métropole. Donc la première singularité, le premier élément on a titré là-dessus, c'est que le modèle familial Mayotte, encore aujourd'hui, c'est un modèle de famille nombreuse. Et c'est important parce qu'en fait, on est toujours dans une logique de convergence. On parle toujours de convergence. Et sur ce point-là, en tout cas, entre 2012 et 2017, ça n'a pas convergé. Autre sujet maintenant. Hier, le parc naturel marin de Mayotte organisait son premier conseil de gestion de l'année 2020. Tenu au sein des locaux du SIAM prêtés pour l'occasion, les décisionnaires du parc naturel ont pu aborder différents sujets tels que la pêche dans le lagon, le projet Caribus, ou encore l'entrée du parc au registre mondial de l'UNESCO. Compte rendu dans ce sujet, signé Paul Artiravut. Outre les sujets tels que les impacts des thoniers séchellois dans le lagon et le développement de la pêche locale, 2 sujets étaient sur les devants de la scène. En premier lieu, le projet de la ligne de transport en commun Caribus qui empiétera sur son tracé sur une partie de la mangrove. Le parc marin salue ce projet qui pourra régler le problème de la pollution des véhicules dans l'agglomération de Mamoudzou. Le parc marin salue le projet du Caribus et est très favorable à sa réalisation. En tout cas, c'est la position du conseil de gestion. Il n'en demeure pas moins que dans le cadre de ses préoccupations, de ses prérogatives, le parc marin soulève un certain nombre de points d'amélioration possibles. Donc ce sont ces points-là que nous avons examinés aujourd'hui.
Comme le fait que le tracé impactera la mangrove. Deuxième grand sujet de ce conseil, le lancement de la préétude de faisabilité pour faire catégoriser le lagon comme réserve de biodiversité UNESCO. Des réserves UNESCO sont de différents ordres. Le parti qui a été pris par Mayotte, le conseil départemental, c'est de classer le lagon de Mayotte comme réserve de l'UNESCO. La question en tout cas qui est initiée, le sujet qui est initié par le parc marin avec ses partenaires, parce que nous avons consulté un certain nombre de partenaires qui seraient favorables pour qu'on aille vers une réserve biosphère de l'UNESCO. Des sujets abordés durant cette réunion qui permettront d'un côté d'aider l'île à évoluer dans le bon sens et de l'autre de mieux protéger et surveiller le lagon, joyau de l'île aux parfums. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment l'opération Parrainer, c'est gagné, ou encore Air Austral qui s'adapte à la nouvelle réglementation en matière de plastique. Au montage, Leslie Vimenet. La délégation de Mayotte à Paris met en place un projet de parrainage afin de réfléchir à des solutions à apporter aux difficultés des étudiants mahorais, notamment les premières années, et aux besoins de compétences dans certaines filières identifiées du territoire. Pour ce faire, la délégation organise des temps forts de rencontres entre professionnels intéressés par la démarche d'accompagnement et des jeunes diplômés en insertion et étudiants dans le cursus scolaire dans les filières recherchées par le conseil départemental afin de trouver et monter les filiations. Ce samedi 18 janvier 2019 à Paris se tient la première rencontre du parrainage intitulée « Parrainer, c'est gagné ». Plusieurs parrains ont déjà répondu présent afin de rejoindre le réseau qui doit permettre un transfert de compétences, un partage et une acquisition du savoir-faire, une meilleure réussite aux examens et concours et la favorisation de l'accès à l'emploi. La loi pour la protection de l'environnement oblige les compagnies aériennes à supprimer certains plastiques à usage unique et ce à compter du mois de juillet 2021. Air Austral a fait le choix d'anticiper. Elle a en ce sens procédé au recensement des articles composés de plastique proposés à bord de ces avions et apporté une réflexion dans le but de leur chercher des solutions de substitution. La compagnie propose ainsi depuis la fin du mois de décembre 2019 des alternatives durables, recyclables, réutilisables ou biodégradables. 2,3 millions de gobelets en plastique par an vont ainsi être remplacés par des gobelets en carton. 500 000 tasses en plastique par an pour le petit déjeuner seront remplacées par des gobelets en carton, tandis qu'1 million de cuillères seront remplacées par une cuillère en bois. D'autres articles considérés comme tolérés seront également remplacés. La compagnie assure poursuivre sa démarche éco-responsable et travaille actuellement sur le remplacement d'autres items. Reconquérir les milieux urbains et ruraux par la nature est essentiel du fait que ces milieux représentent un écosystème particulier à enrichir. Cette démarche permettra d'agir en faveur d'une ville durable, mais aussi de pouvoir reboiser les zones naturelles qui font face à des pratiques culturales dévastatrices. Ces mots sont ceux du Conservatoire du littoral, du département de Mayotte et de la communauté de communes de Petite Terre qui s'unissent pour embellir et reboiser les sites protégés de Petite Terre. Cette opération portera sur la plantation de baobabs africains d'environ 2 à 4 mètres dans ces fameux sites protégés. Les baobabs sont produits par un petit terrien, monsieur Abraham, qui s'est constitué une pépinière de baobabs. Les sites protégés choisis sont le lac Diani, la Vigie et Moya, avec une totalité de 25 baobabs qui seront plantés en cette période de saison de pluie. La plantation se fera sur plusieurs jours en présence des différents partenaires. Culture pour clore ce journal. Jean-Lambert Wild, le directeur du Centre dramatique national du Limousin, a décidé de créer en 2018 la première classe préparatoire dédiée aux jeunes des Outre-mer. L'initiative est soutenue par la DAC Mayotte pour permettre à la jeunesse mahoraise d'accéder aux plus grandes écoles d'art dramatique du pays. Aïtouni Amada et El Badawi Sharif font partie des premiers lauréats. Les 17 et 18 avril prochains, de nouvelles auditions sont prévues sur le territoire. L'occasion de faire le point avec le collectif Les Arts Confondus. Au montage, Leslie Vimenet. Le collectif Les Arts Confondus défend les intérêts des professionnels du spectacle à Mayotte et le droit à l'accès à la formation artistique pour le plus grand nombre. L'artiste Dio, qui fait partie de ce collectif, est actuellement en formation à Poitiers pour pouvoir transmettre son savoir localement.
le monde de l'enseignement, en fait de la transmission et le monde de la musique professionnelle, c'est complètement des choses différentes. Et ce que je vis actuellement, ça fait que 3 mois que je suis à Poitiers, donc je peux pas m'étaler sur les sujets vraiment, mais les 3 mois que j'ai passé à Poitiers me fait comprendre que les 2 ans que je vais passer là-bas, ça va être... 2 ans, c'est-à-dire que tu reviens en 2021. En 2021. Mais ça va être quelque chose d'énorme, énorme. Mais quand je reviens à Mayotte, je vois un peu ce qui se passe à Mayotte au niveau de la culture, au niveau de l'organisation, au niveau justement de tous ces talents qu'il y a ici et qu'il n'y a aucune structure, il y a... pas de possibilité mise devant ces gamins pour qu'ils réussissent. Moi, je me dis, c'est notre métier qui s'ouvre. En attendant de voir des structures de formation se développer sur le territoire, en 2020 se dérouleront de nouvelles auditions dans les Outre-mer pour intégrer la classe préparatoire à la formation d'art dramatique de Limoges. Le collectif Les Arts Confondus porte l'organisation des auditions à Mayotte en lien avec la DAC, le rectorat, le CUFR et l'Académie de l'Union à Limoges. Les inscriptions pour y participer sont ouvertes jusqu'au 7 avril. Thomas Bréant encourage tous ceux qui le souhaitent à tenter l'aventure. On sent que les mômes, ici, quand on les cadre, minimum, on les cadre, on les porte, à un moment donné, ça donne des choses étonnantes. Alors maintenant, tout ce qu'on a apporté aussi, c'est aussi la prévention par rapport aux familles. Parce que ce qu'il faut faire, c'est de faire comprendre aussi aux familles, et culturellement, du coup aussi, à dire que oui, c'est possible de dire qu'on peut arriver à vivre d'un métier et de créer de la production et de l'économie, je parle bien d'économie, de générer de l'économie à travers la culture et la production culturelle. Et ça, c'est tout l'accompagnement qu'on doit faire aussi auprès des familles. Nous, on s'est retrouvés dans des cas où est-ce que les mômes étaient tellement partants pour rester et faire du théâtre qu'ils voulaient même plus aller en métropole pour faire leurs études. Du coup, on a les parents qui arrivent en disant « Attendez, on fait quoi avec eux parce que c'est pas un métier ?» Si, c'est des métiers, ça existe et ça peut générer quelque chose. Aïtouni Hamada et El Badawi Sharif font partie de la première promotion de la classe préparatoire et ont été confrontés aux exigences qu'induisent ces grandes écoles. Le soutien de la famille est à ce titre primordial dans l'aventure que représentent les écoles de professionnalisation au métier de l'art. Dans la difficulté qu'il y a, parce que ce sont des écoles très difficiles, il ne faut pas se mentir. Une personne comme Aïtouni, par exemple, elle a témoigné, elle nous a témoigné qu'à un moment donné, elle a failli craquer et qu'elle a dit « je vais m'arrêter ». Et en fait, en appelant ses parents, et c'est là où est-ce que l'importance de la famille est forte. Et ses parents disent, ma fille, son père qui lui dit, c'est toi qui as choisi. Donc fais bien attention. Va au bout, quoi. Va travailler. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, les familles, on a besoin d'en discuter. Bien sûr. Moi, je me vois à Kanikeli, d'un coup, on leur a dit, on vit du spectacle. Oui, c'est possible. Du spectacle et de la formation. Donc, ne pas avoir peur de ça, ça fait peur. On n'est pas obligé d'être une star en haut de l'affiche. On peut être tout à fait un acteur culturel sur un territoire et développer son département. Les candidats inscrits à l'audition des 17 et 18 avril prochains devront présenter une scène dialoguée de 3 minutes et un parcours libre de 3 minutes également. Le passage de ces 2 épreuves sera suivi par un entretien individuel de 10 minutes avec les membres du jury. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellent week-end sur Quasi.